est-ce que je vais partir? Où est-ce que je vais partir moi, pour ma troisième stat du jour? Tiens, je vais aller sur celle-là et je peux te lancer du coup. 0,95. 0,95, c'est le ratio assist percentage par usage percentage de notre ami Desmond Bane. Alors, qu'est-ce que c'est ce fameux ratio qu'on appelle, j'aime bien appeler le ratio de playmaking, c'est juste, bon, on prend le nombre d'assists et on le divise par le nombre de ballons, hein, grosso modo, c'est à quel point tu fais des passes par rapport à ton nombre de ballons. Et il se trouve que c'est son plus haut score en carrière. Ce ratio, on s'approche du 1, qui est un ratio plutôt équilibré, alors que d'habitude, les scoreurs un peu unidimensionnels qui font peu de passes sont autour des, je sais pas moi, 0,30, 40, 50, 60. Oui. Donc voilà, bref, le chiffre, on s'en fiche. Tout ça pour dire que j'ai l'impression qu'on a vu aussi un Desmond Bane plus créateur et plus playmaker. Je sais pas ce que t'en penses de cette année. Moi, je trouve que c'est un joueur qui a énormément progressé. Globalement, je pense que c'est la plus grosse progression franchement qui m'est donné été de voir à Memphis. Quand tu vois le joueur que c'était on rappelle que Desmond Bane, il est arrivé dans la ligue, c'était un joueur de catch and shoot. C'est littéralement un joueur de catch and shoot. Et même quand tu regardes sa participation au jeu, c'était essentiellement un finisseur d'action. Et là, depuis 2 saisons et encore plus cette saison, c'est devenu littéralement un créateur solide. Un créateur solide qui a gardé sa menace, entre guillemets, au scoring, qui y a la diversité avec notamment du pull-up à 3 points et pas uniquement du catch and shoot. Et même au niveau du playmaking, c'est quelqu'un qui arrive à dribbler, qui s'est développé au niveau des drives, qui a littéralement explosé son nombre de drives par match. Et au niveau du playmaking, tu as parlé de l'assist usage. Au niveau de l'assist percentage, lors de ça, c'est saison rookie, 10%, saison sophomore, 13%, saison dernière, 20%, et la saison qui vient de s'écouler, 27%, littéralement. Au niveau de sa capacité à générer du playmaking dans l'équipe. Alors oui, il n'y avait pas Marcus Smart, il n'y avait pas Ja Morant cette saison. Le joueur, il a joué pas mal de minutes, avec Jacob Gilyard. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard dans le podcast. Tu viens de l'inventer le nom là, c'est pas possible. Non, pas du tout, pas du tout. On parle d'un joueur qui a très peu de Jacob Gilyard en plus de 600 minutes, qui n'a shooté que 2 lancers francs en tant que meneur de jeu. Ah oui. Voilà, donc tu parlais de la capacité à toucher la raquette. Bon, voilà, on y est. Mais voilà, globalement par rapport à Desmond Bane, c'est le DeAndre Ayton des meneurs, ça. Jacob Gilyard. C'est ça. Ah, incroyable, Ayton des meneurs. Ouais, pourquoi pas. Mais globalement, par rapport à Desmond Bane, voilà, une évolution globale en tant que playmaker. On se souvient, tu vois, quand on avait fait les Baby Grizzlies, on parlait plutôt d'un profil à la Klay Thompson. Là, c'est plus Klay Thompson du tout. Hein. Oui. Là, on va vers Duncan Robinson plutôt, qui lui aussi. Mais c'est ça que je trouve bien, c'est que j'ai bien aimé cette année, c'est que tu vois, il n'y a pas que les chiffres, parce que effectivement, l'assist percentage, c'est une stat un peu imparfaite, parce que c'est juste le nombre de passes qui vient du joueur quand il est sur le terrain. Mais bon, quand tu joues pas avec un Smart ou avec un Ja Morant, forcément que quand il y a une passe qui survient sur le terrain, elle a plus de chances de venir de Desmond Bane qu'un autre. Mais pour moi, c'est pas que stat tout ça, parce que quand on regarde les matchs, on voit aussi, tu vois, je l'ai vu sortir des passes que je pense pas qu'il était capable de faire. Alors, par exemple, des passes vers le corner opposé ou des trucs comme ça, assez impressionnantes, la skip passe vers le corner opposé ou ce genre de choses. Bon, faut dire aussi que plus on avance dans le temps, plus il y a de spacing, plus cette passe n'est plus réservée aux superstars. Donc c'est pas comme il y a 10 ans où voilà, la passe vers le corner opposé, c'était LeBron, John Wall et James Harden et puis c'est tout. Mais tout de même quoi. C'est une capacité de lire le jeu, de faire la passe qui, je trouve, c'est beaucoup amélioré. On ne le voyait pas faire ce genre de passe avant. Je pense qu'il a aussi été mis un peu plus au révélateur en fait, un peu comme Jaren Jackson où bon voilà, t'as plein de blessés. Bon, vas-y, force un peu, c'est pas grave, on va essayer de développer ça, même s'il y a du déchet. C'est un peu l'idée, et je trouve qu'il n'y en a pas eu tant que ça du déchet par rapport à ça, par rapport à son passing. Lui, il a plus tenté, mais sans faire beaucoup plus de turnover, donc c'est vraiment des qualités de passeur qui se sont bien améliorées, je trouve. Et là où c'est intéressant, c'est que c'était un créateur de jeu un peu indirect. C'est-à-dire que c'était pas un créateur de jeu avec balle en main, pick and roll, ce genre de choses. Ok, donc c'était plutôt création de jeu et de décalage par son shoot, en fait. Hein. Et là où ça vient un peu... C'est plus que la cerise sur le gâteau, c'est plus que ça, je trouve. C'est que quand tu as cette menace off-ball avec ce jeu en sortie d'écran, quand tu rajoutes du passing, ça permet d'exploiter en fait cette création de jeu. Exactement. C'est pour ça que je parlais de Duncan Robinson qui a ajouté ça aussi récemment, qui a toujours été lui aussi Robinson un shooter d'élite en sortie d'écran, mais qui depuis un an et demi, 2 ans là, rajoute le passing. Et donc quand tu as 2 mecs qui viennent sur toi sur l'écran, il peut faire la passe et la bonne lecture. Oui. Et effectivement, c'est un step de plus qui est important, parce que si Desmond Bane n'est pas juste un mec qui peut courir à travers les écrans et avoir ce shoot d'élite, si en plus il a le passing pour faire le bon renversement de jeu, la bonne lecture,
ouais, on peut avoir un créateur très intéressant, quoi. Ouais. Littéralement, c'est vraiment un très bon créateur secondaire, hein, ce qui donne encore plus envie de le revoir dans un contexte avec Ja Morant, hein, puisque les matchs qu'il a pu disputer avec Ja Morant font partie de ces matchs où il a été des plus efficaces, puisque en plus il garde quand même ce niveau de menace et de respectabilité sans le ballon, et quand il a, comme tu dis, il est capable de prendre des décisions et puis d'exploiter les décalages, pas uniquement pour scorer, contrairement à Jaren Jackson Jr. qui lui exploite les décalages uniquement en scorant pour lui. Desmond Bane, notamment, il peut amplifier les décalages, mais il peut aussi exploiter les décalages pour faire l'extra passe ou générer de l'attaque solide. Et en plus, il a progressé cette saison, notamment au niveau de ses finitions. On en avait parlé, je crois, c'est l'an dernier, qu'il avait des difficultés à finir. Donc globalement, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup progressé et c'est de bon augure pour la saison prochaine, puisque aujourd'hui c'est un joueur qui, enfin, je sais même pas si on peut appeler ça une progression linéaire. Je sais pas si on peut appeler ça une progression linéaire. Non, et puis c'est un élément, encore une fois, assez important parce que, tu vois, ce shoot d'élite fait que t'es une menace en sortie d'écran. Oui. Mais si, en playoff et face à une défense d'élite, etc., bah, les mecs, ils mettent deux sur le ballon et que du coup, il n'y a plus le tir, bah, c'est sympa, t'as créé un décalage. Mais si t'as pas le passing pour l'exploiter, c'est quand même moins bien, quoi. Alors que là, s'il a le passing, bah, les fois où il faudra faire la bonne lecture et aller chercher ce décalage et l'exploiter, surtout, bah, il pourra le faire. Et donc, ça change absolument tout parce que ça part de... si t'as pas le passing, c'est juste, bon, bah, j'ai deux mecs sur moi, je sais pas quoi en faire, je garde la balle pendant une seconde et puis je leur donne, et puis voilà. Si j'ai le passing, bah, j'exploite le décalage et je vais trouver le rollman, je vais trouver un écran glissé, je vais trouver le shooter qui est abandonné, etc. Oui. Quoi. Donc ça change beaucoup de choses, quoi. C'est pas juste un peu un petit bonus, ça peut littéralement changer beaucoup de choses, quoi. Donc là-dessus, on est d'accord. Et puis même au niveau de la finition aussi au panier, je trouve qu'il s'est aussi amélioré en termes de drive. Et je le trouve un peu plus agressif et de toute façon, il a le toucher de balle parce que voilà, il a ce toucher de shooter, on le connaît bien. Mais là aussi, je pense que c'est le fait de rajouter petit à petit un peu plus de dribble et d'aller un peu plus au panier. Ce sera jamais un driver d'élite, mais si on peut grappiller un peu de la valeur là-dessus, on peut faire évoluer ce profil un peu très bon dans ce qu'il fait, mais qui était assez pas unilatéral, mais qui faisait une chose bien et pas plus, à un profil qui est de plus en plus polyvalent. Je peux passer un peu, je peux driver, et donc je suis un peu plus une menace polyvalente en sortie d'écran ou voire même pick and roll, quoi. C'est ça. Sans parler du niveau défensif où ça reste un joueur solide. Donc, c'est quelqu'un qui peut être un joueur très, très positif en playoff quand tu compares. En fait, quand tu mets l'apport en défense plus l'apport en attaque, c'est quelqu'un qui va être positif. Et tu vois, on parlait aussi en fait, le fait que ce soit un joueur qui était un talent dépendant, qui devient de plus en plus un talent indépendant. Ouais. Bah, c'est quelqu'un qui est passé pour sa saison rookie de 82% de ses tirs assistés à 48 cette saison. Ouais, effectivement. Ouais, c'est belle évolution, ça aussi, parce que 48%, c'est loin de ses standards habituels. Hein. Exact. Il était quoi d'habitude? Plutôt 65, je dirais? D'habitude 60 à peu près, ouais, 60-65. Ouais, effectivement. Donc 48%, on commence à te dire, ok, tu te crées beaucoup ton tir. Et en même temps, comme dit aussi, je pense qu'il est passé au révélateur cette année. Il n'y avait rien, donc on va le tester, on lui donne plein de ballons. Et pour le coup, lui, il n'y a pas eu tant que ça de retour négatif, quoi. Il n'y a pas eu beaucoup de déchets. L'efficacité s'est maintenue alors qu'il est beaucoup plus créateur de ses propres tirs. C'est ça. Donc voilà, c'est quand même plutôt une bonne saison, ce qui ne sera pas forcément le cas de Jaren Jackson. On va en parler peut-être de lui aussi qui a été passé au révélateur, alors que Bane, l'efficacité est toujours la même, le déchet des pertes de balles toujours le même, mais il est un peu plus créateur pour lui et il est un peu plus passeur, et donc voilà, c'est vraiment une belle réussite, je trouve, même si on a quand même les déceptions que il n'a shooté que à 38% cette année au tir à 3 points. Hein, lui qui est très décevant. Hein. D'habitude, il est autour des 41, 42, 40%. Là, 38, c'est juste très bon, quoi. C'est un peu dommage. Limite, cette saison, on peut lui reprocher le volume, mais comme il était tellement on-ball. Oui, c'est ça. Ouais. Et en fait, là, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est passé du joueur qui faisait le spacing au joueur qui doit bénéficier du spacing. Et comme il y avait très peu de spacing, du coup, il était obligé de rentrer à l'intérieur de l'arc. C'est ça, ouais. C'est censé être lui le spacing, mais donc il peut pas s'offrir lui-même du spacing, malheureusement. Ouais, d'accord. Mais il a déjà prolongé, il me semble. Hein. Il a déjà eu son extension, si je dis pas de bêtises. Hein. C'est donc, ça. Elle va rentrer en compte cette année ou l'an prochain, non?
Cette année. Donc, Elle a déjà commencé. La draft d'Anthony Edwards. Donc il a été re-signé sur à peu près 192 millions, juste comme ça. C'est ça, donc il était encore cette année 2024, il était à 3 millions et l'an prochain il passe à 34, 36, 39, 42, exact. 44. Il passe à 24% du cap. Pourquoi je fais des podcasts, j'aurais dû être basketteur. Au final, c'est que 24% du cap, hein. C'est vrai, oui, parce qu'il y a ça, oui, tu fais bien de le noter, 34 millions, c'est plus que LeBron James quand il signe au Heat à l'époque, mais, oui. Mais avec le nouveau CBA, c'est 34 millions, c'est même pas le 34 millions d'il y a encore 2-3 ans, quoi. Donc, c'est ça. Donc effectivement. Mais on arrive aussi, c'est pour ça, hein, on parlait de l'urgence, de faire des trades, de se bouger maintenant, c'est que on a prolongé un peu tout le monde, tous les jeunes de Memphis, le cap va commencer à être blindé, quoi. Oui. Donc c'est un peu maintenant ou jamais, quoi. Mais après, tu vois, le cap est blindé, mais par exemple, ça veut dire que t'as Ja Morant qui est aux alentours de 25-26% du cap. La saison prochaine, Ja Morant, il est à 26% du cap, Desmond Bane, il est à 24% du cap, et Jaren Jackson, il est aux alentours de 17% du cap. Donc, tes 3 meilleurs joueurs, au final, ils représentent un peu moins de 70% du cap. Quand tu regardes d'autres équipes, c'est beaucoup plus élevé, en fait. Donc, ça veut dire que tu peux te permettre de surpayer quelques role-players, mais de surpayer les bons role-players. Oui, effectivement. J'allais dire, Jaren Jackson Jr., c'est un scandale, du coup, à quel point il a été sous-payé. Oui. Il a explosé après, en fait. Bah, c'est les blessures. Ouais, Là, il avait la problématique de blessure, donc il s'est assuré une partie de l'argent, mais je pense que c'est quelqu'un qui n'aura aucun mal à avoir son contrat revalorisé la prochaine fois qu'il ira sur le marché. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.